Alors aujourd'hui, on plonge dans une histoire qui défie vraiment toute logique. C'est une histoire de transformation qui commence dans l'endroit le plus improbable qui soit, un parc de caravanes battu par les vents en Écosse. C'est l'histoire de Findorm. Et ce qui est fou, c'est que ces mots, ils ne viennent pas d'un critique extérieur. Non, non. Ils viennent d'Eileen Cady elle-même, l'une des fondatrices. Son propre scepticisme est le point de départ parfait, parce que ce qui s'est passé ensuite a dépassé tout ce qu'elle, ou n'importe qui d'ailleurs, aurait pu imaginer. Alors, comment tout ça a commencé? Oubliez les grands plans, les financements. Non, ça a commencé avec 3 personnes. Une simple caravane et une vision qui, franchement, semblait complètement déconnectée de leur réalité. Imaginez un peu le tableau. On a Peter et Eileen Cady, et puis leur amie Dorothy McLean. Pour eux, ce séjour, c'était juste une étape, un truc temporaire, 6 mois, pas plus. Ils étaient loin, mais alors très loin de s'imaginer qu'ils étaient en train de poser la première pierre de quelque chose de monumental. Là, le contraste est juste, saisissant. D'un côté, on a la réalité brute, un terrain minable. Et de l'autre, cette guidance intérieure qu'Eileen reçoit, une prophétie qui parle de milliers de visiteurs, d'une expansion folle. C'était, pour reprendre ses propres mots, ridicule. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, attention, là, on arrive à un point super important. Beaucoup de gens pensent que Findorn, c'est d'abord le jardin miraculeux. Mais en fait, pas du tout. Le jardin, c'était juste la conséquence. La véritable fondation, c'était une pratique intérieure, une pratique d'écoute. C'est ça, le cœur de toute l'histoire. Avant même de planter la moindre graine, il y avait cette écoute de ce qu'ils appelaient la petite voix tranquille. Chaque décision, chaque action, tout venait de cette source intérieure. C'était vraiment ça le fondement, pas le jardinage. Et pour bien saisir à quel point ils étaient engagés, il faut se rendre compte de leur situation. 8 livres sterling. C'était leur revenu hebdomadaire total venant de la sécurité sociale. Bref, ils vivaient dans une pauvreté quasi totale, ce qui rend tout ce qui va suivre encore plus incroyable. Et il y a une anecdote qui illustre ça parfaitement. La caravane était bondée, Eileen ne trouvait pas de calme pour méditer. La guidance lui dit « Va méditer dans les toilettes publiques ». Imaginez sa réaction. Elle est horrifiée, mais elle obéit. Et c'est là qu'elle a une révélation profonde. La source divine est à l'intérieur, accessible n'importe où, même dans l'endroit le plus humble qui soit. Du coup, le jardinage, ça arrive après. Et c'est venu par pure nécessité. Avec 8 livres par semaine, pas le choix, il fallait cultiver sa propre nourriture. Mais ce qui a commencé comme un simple potager est vite devenu le canal de phénomènes incroyables. C'est ici que l'histoire prend une tournure vraiment mystique. C'est là qu'intervient Dorothy McLean, qui, elle, disait communiquer avec ce qu'elle appelait les Devas. Pensez-y comme l'intelligence archétypale ou l'ange d'une espèce végétale. C'est de ces êtres qu'elle recevait des instructions de jardinage très très spécifiques. Leur méthode, c'était donc une sorte de partenariat assez unique. Normalement, avec un sol sablonneux, plein de parasites, la logique voudrait que rien ne pousse. Mais eux, ils avaient un autre protocole. Dorothy écoutait les Devas, elle recevait des conseils, et Peter, qui était très pragmatique, appliquait tout ça à la lettre. Et les résultats, eh bien, ils étaient tout simplement stupéfiants. Le jardin a commencé à produire des légumes d'une taille et d'une vitalité qui défiaient toute explication logique. Et ça, évidemment, ça a commencé à attirer l'attention. Et là, ça devient très, très concret. On ne parle pas juste de beaux légumes, non, on parle de véritables anomalies botaniques. Prenez cet exemple. Un seul pied de brocoli a nourri la famille pendant des mois. Il était si énorme, si profondément enraciné, que Peter a eu toutes les peines du monde à l'arracher. Forcément, le bruit a commencé à courir. Peter a fini par appeler un expert agricole local. L'expert arrive, il voit ce jardin luxuriant sur ce sol qui est, rappelons-le, sablonneux et aride. Elle n'en croit pas ses yeux. Il se retrouve face à un truc qui, d'après tout ce qu'il a appris, tout ce qu'il sait, ne devrait tout simplement pas exister. Alors, l'expert fait ce que tout scientifique ferait. Il prend des échantillons du sol pour les faire analyser. Il s'attend à trouver un sol complètement carencé, bien sûr. Et là, le résultat le laisse sans voix. L'analyse révèle un sol parfaitement équilibré. La science ne pouvait pas expliquer ce qui se passait à Findorn. Mais ce jardin miraculeux, ce n'était en fait qu'un début. C'était le symbole visible de quelque chose de bien plus grand. La guidance intérieure a alors commencé à révéler le véritable but de cet endroit. La vision qu'Eileen reçoit va bien au-delà d'un simple potager. Elle parle d'un phare de lumière, d'un centre spirituel dont l'influence se répandrait à travers le monde. Cette petite caravane perdue en Écosse était en fait destinée à devenir un point de ralliement mondial. Et attention, ce n'était pas une vision exclusive, bien au contraire.
C'était une vision d'unité radicale, un endroit où toutes les nationalités, toutes les couleurs, toutes les croyances pourraient se retrouver, un centre de paix et d'harmonie totale, une vision d'une ampleur folle, née dans le plus humble des décors. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. L'histoire de Findhorn, cette transformation d'un dépotoir en une communauté spirituelle mondiale, nous laisse vraiment avec cette question en tête. Elle nous pousse à réfléchir au potentiel immense qui réside dans l'écoute, la foi et l'action, même lorsque la réalité semble nous crier que c'est impossible.